Bonjour à toutes et à tous. On est au dernier module de ce cours, Esprit d'entreprendre et gestion commerciale. On est dans la stratégie commerciale. On vous a parlé de comment trouver de l'information et comment communiquer. Et maintenant, il vous reste à vendre. Alors, vendre, parce que si on a parlé de tous ces modules-là, c'est pour, in fine, arriver à ferrer et à vendre quelque chose au client. Et en fait, souvent, on se trompe un peu de cible parce que on a l'impression que quand on a un client et qu'on lui a vendu quelque chose, job's done. C'est bon. Alors, c'est vrai qu'on a déjà fait une partie du pas, mais ce qu'on oublie, c'est qu'un client, premièrement, c'est parce que c'est lui qui détient de l'argent qu'on veut lui vendre quelque chose. Parce que si vous faites un business, si vous faites tout ça, vous aimez peut-être votre secteur, vous aimez votre métier, vous aimez vos clients très certainement, mais vous faites tout ça pour avoir de l'argent. Alors, quitte à dépenser de l'énergie, ce que vous devrez faire du mieux que vous pouvez, et on va y passer quelques minutes à expliquer ces différents aspects, c'est de lui vendre le plus gros panier possible. C'est-à-dire qu'un client, une fois que vous l'avez ferré, encore faut-il lui vendre un maximum de choses qui va dans son panier et qui correspond à son besoin. Et ça, souvent, c'est mal fait. Alors, je vous donne un exemple. J'ai eu un client qui était vendeur de vélo. Évidemment, si vous avez un client qui arrive dans votre magasin, c'est certainement qu'il a un besoin en vélo. Et donc là, un jour, j'étais sur place et j'ai vu un homme qui rentrait et qui avait besoin d'un vélo. Le gros problème, c'est qu'il n'est parti qu'avec un vélo. Or, si vous achetez un nouveau vélo un petit peu haut de gamme, vous avez peut-être besoin d'un casque, ou vous avez peut-être besoin de vêtements adaptés, ou vous avez peut-être besoin d'un outil pour le réparer. Vous avez besoin de différentes choses. Et ça n'a pas du tout été fait. Tout simplement parce que, voilà, on a un client, on est tout content, on a vendu un vélo, on ne lui parle pas de tout ce qu'on a en magasin. Donc ça, c'est vraiment une première erreur, c'est que vendre, et c'est pour ça que c'est une compétence humaine, on a parlé de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'on mettait en œuvre pour attirer le client, pour lui parler, lui délivrer un message qui correspond à notre business. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une fois qu'il est là, c'est vraiment lui soutirer de l'argent, c'est un peu péjoratif, mais c'est ça que vous faites. En lui vendant quelque chose, vous lui soutirez de l'argent. Et, Alors, et tu parles du panier et de l'importance du panier. Et je dirais même plus, on pourrait aussi prévoir toute une série d'offres qui vont permettre aux clients de revenir. Par exemple, un abonnement pour entretenir le vélo. Ça pourrait être tout à fait quelque chose qui est vendu lors de l'achat du vélo et qui va permettre que le client revienne. Comme ça, même si son panier d'achat initial est moyen, à chaque fois qu'il revient, il a l'occasion de recompléter ses achats par une pompe, un casque, des gants, une gourde, que sais-je. et je vais même plus loin parce que je vais citer une autre expérience client. C'est dans un salon de coiffure. À un moment, j'ai suggéré à la patronne du salon de demander aux clientes quel service ajouté elles seraient prêtes à payer et qu'il leur manque dans un salon de coiffure. Et très naturellement, qu'ont dit toutes les clientes, ben, une épilation des sourcils. Or, la cliente est déjà assise chez vous. Elle est peut-être en train de poser parce qu'elle a une teinture, parce que... Donc, faire une épilation, ça va peut-être vous prendre 5 minutes. Vous avez la technique, la capacité de le faire, et c'est peut-être 5 euros ajoutés simplement au panier de la cliente et qui ne va pas vous coûter plus cher. Donc, toutes ces petites choses, c'est assez intéressant. Je pense aussi aux fleuristes, par exemple, qui souvent ont plein de broles dans leur boutique de fleurs. Et souvent, moi je parle en tant qu'homme, c'est vrai que je me dis, je vais acheter un montage, mais on ne me propose pas, par exemple, dans le montage, des objets adaptés au montage. Je n'ai pas le choix d'option. J'ai le montage ASIT sur la vitrine, mais c'est tout. On pourrait me proposer différents modèles de vases, différents modèles de décoration du bouquet, avec des prix évidemment différents. Et non, la plupart du temps, on a des boutiques où on a des fleurs, des montages, des objets, mais tout ça ne parle pas ensemble. Et donc, c'est très difficile, c'est beaucoup plus difficile de vendre vos objets, puisqu'il faut que la démarche vienne du client. Mm. Donc,
vendre, c'est une question d'attitude du vendeur, mais une démarche aussi qu'il doit effectuer vis-à-vis de son client. D'accord? Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il ne faut pas oublier que dans la vente, il y a deux aspects. C'est ce que représente l'infographie que vous avez sous les yeux. C'est que vous pouvez être soit un chasseur par moment, c'est-à-dire je vais chasser le client. Je ne connais pas, je sors de mon magasin, et quand je sors de mon magasin, je suis toujours le patron de mon magasin. C'est bien pour ça que juste dans le module avant, dans les modules avant, on vous a parlé d'images de marque, de cartes de visite, d'objets promotionnels qui peuvent être distribués, parce que quand vous sortez, vous êtes au supermarché, vous êtes en réunion de famille, vous pouvez fortuitement faire des ventes, ou en tout cas faire connaître. Donc, ça, c'est vraiment le hunter, c'est celui qui sort. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous sortez de votre magasin, en fait, aussi. C'est-à-dire que vous allez à la rencontre de clients qui vous connaissent pas, vous connaissent, mais vous n'ont pas encore choisi, vous connaissent, mais vous n'aiment pas encore. Donc, c'est ça, faire du hunting, c'est vraiment le chasseur, il va à la chasse aux clients. C'est transformer un non-client en client. Voilà, un suspect en prospect. Et puis, vous avez le farmer, celui qui est où vous avez déjà des clients qui viennent. Quand un client rentre dans votre boutique, vous lui avez déjà vendu quelque chose. La démarche ne vient pas de vous. Il est rentré tout seul. Il vient pour chercher quelque chose. Ça veut dire que toutes les démarches sur réseaux sociaux, votre promotion, votre éclairage, votre vitrine a attiré le client. Et là, vous devez convertir la vente. Vous devez faire en sorte que cette entrée dans le magasin se transforme dans une vente. Et trop souvent, c'est aussi assez maladroit, sous les couverts de « on ne veut pas déranger le client ». Alors certes, il y a des clients qui ne veulent pas être dérangés, mais faites un petit peu une proportion entre un vendeur qui a le bon mot, qui vient à votre rencontre sans une phrase toute faite en disant « est-ce que je peux vous aider ?» Déjà, le mot « aider », aider à quoi? À choisir, à voir plus, à me faire une démonstration, à me donner un avis. Aider à quoi? Et donc, déjà, dans la phrase « est-ce que je peux vous aider ?» je trouve qu'il n'y a aucun sens. Et trop souvent, vous avez la réponse de « non, non, je regarde ». Et vous vous contentez de ça, vous tournez les talons et vous allez voir plus loin si j'y suis. C'est complètement débile. Bien entendu, si un client rentre dans votre boutique, c'est qu'il cherche a priori quelque chose. Donc, demandez-lui déjà, est-ce que vous cherchez quelque chose de particulier? Est-ce que vous souhaitez que je vous en montre plus? Est-ce que vous souhaitez que je fasse un essayage? Vous voulez que je vous fasse une démonstration? Proposez des choses. En tout cas, ne restez pas là comme des bénets en vous disant le client va faire sa démarche tout seul. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre magasin, accompagnez le client. Deuxième élément, donc ça, c'est il y a une démarche à entreprendre dans votre part et il faut convertir et donc faire feu un peu de tout bois. Donc le vendeur, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas celui qui a la tchatch. C'est celui qui a une démarche intelligente vis-à-vis de son client. D'accord? Et pour avoir une démarche, déjà, il faut l'avoir en tête, cette démarche. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et cette démarche passe aussi par le fait de cerner son client. Est-ce que je suis en face d'un client qui est convaincu? Est-ce que je suis en face d'un client qui a des suspicions? Est-ce que je suis face à un client qui hésite? Est-ce que je suis face à un client qui a presque décidé, mais il lui manque le dernier petit coup de pouce? Donc tout ça, il faut à la fois le cerner. Donc Sylvain est en train de vous montrer une méthodologie, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent. À nouveau, un client, il a besoin de se sentir en sécurité. Donc, quand on me dit qu'il faut avoir la tchatch, ça veut dire qu'on vous sent venir à des kilomètres. On sent venir, c'est comme quand vous allez dans un fast-food, je pense par exemple au Quick, vous arrivez au drive-in et avant de vous aborder, de vous dire bonjour, c'est puis-je vous proposer aujourd'hui notre menu à… Pourquoi? Je le vois, j'ai la pub en face de moi. Par contre,
Il n'y a aucun système de fidélisation, de dire, tiens, je fais découvrir d'autres choses, je propose, je collecte des habitudes d'achat. Il n'y a pas cette démarche un petit peu, même dans le fast-food, il y aurait moyen. McDonald's a commencé avec une application, mais c'est timide, c'est sur base de jeux, c'est sur base de le menu du jour, le machin, vous avez une promotion. Donc, voilà. Donc, le client, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de qu'il soit sûr qu'on comprenne ses besoins. Donc, faites attention à votre être. Dites-vous bien que vous avez un client et ne perdez jamais de vue que vous avez un client en face de vous. Donc la méthode de son cas, c'est vraiment pour cerner ses besoins. Salvatore a parlé de sa sécurité, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de se sentir un peu caressé dans le sens du poil, ça c'est l'orgueil, c'est de savoir un peu le caresser dans le sens du poil. Ça ne veut pas dire de balancer du bullshit, comme on dit, ça ne veut pas dire de dire tout et n'importe quoi juste pour le faire mousser, mais ça veut simplement dire, ah bah oui, je vais dans votre sens et je vois qu'il y a des choses qui vont vous Et convenir. j'ajouterais que dans l'orgueil, une des manières de cerner ce qu'il faut dire au client, c'est de chercher ses sources de crédibilité. C'est-à-dire que, par exemple, qu'est-ce que le client considère être comme un magazine, une source fiable qui l'a amené à poser un achat. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes vendeur d'appareils photo, ça vaut la peine d'aller sur Test Achat, sur des magazines comme les numériques, pour savoir, tiens, quels sont les tests qui sont effectués. Parce que vous allez pouvoir en parler, vous allez rassurer le client, et en même temps, vous allez aller dans le sens du client si pour lui, quand il vient faire un achat, Test Achat, l'avis Test Achat, c'est important. Donc, essayez de chercher les sources de fiabilité de votre client. Alors la nouveauté, bah, c'est l'idée de lui apporter des choses qu'il ne connaît pas encore ou qu'il n'a pas encore pu essayer. Le confort, c'est ce qui va l'aider à la fois psychologiquement à se sentir bien et physiquement à se sentir bien. L'argent, bah, c'est savoir jusqu'où il est prêt à aller, s'il a envie de montrer qu'il en a, s'il a envie d'en dépenser, si justement il n'a pas envie d'en dépenser beaucoup, ou pourquoi et pour quelles raisons et quels sont le contexte dans lequel il est prêt à dépenser de l'argent. Et puis la sympathie, c'est ce côté relationnel simplement qu'il va avoir avec le vendeur. Et donc, quels sont tous ces besoins à ces niveaux-là qu'il faut cerner chez le client. Voilà. Et ces besoins-là, ils sont très clés évidemment quand vous êtes hunter, c'est-à-dire vous n'avez pas encore ce client-là et vous allez vouloir essayer de bien le comprendre pour lui vendre la bonne chose. Et puis, ils sont bien évidemment absolument clés si vous êtes farmer, c'est-à-dire, OK, j'ai déjà acquis mon client, mais c'est quoi ses besoins? Qu'est-ce que je peux lui vendre qui va aller remplir des besoins non encore remplis? Et donc, vous allez devoir chercher d'autant plus ces besoins que vous avez déjà comblé en tout ou en partie un de ces besoins. Et donc, essayer de bien comprendre ces besoins, c'est encore plus clé quand vous passez du côté hunter à farmer, puisque vous devez aller le comprendre plus loin. Vous êtes entré par la fenêtre, et maintenant, le but, c'est de faire tache d'huile et d'aller combler d'autres besoins, ou des besoins qu'il a identiques, mais dans d'autres secteurs ou services. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, ah, je rentre par là et je m'écoule et je vais essayer de combler plein d'autres besoins. Donc, c'est très clé ce que je vais dire là maintenant. Salvatore et moi ne considérons pas la vente comme placer des trucs dont le gars n'a pas besoin. Si vous voyez la vente comme de la tchatch et comme vendre tout et n'importe quoi et vendre du vent et gagner de la thune, c'est absolument pas notre conception de la vente. Pour nous, la vente, c'est de remplir le besoin du client. Et on ne va pas vendre à un client quelque chose dont il n'a pas besoin. D'ailleurs, ce n'est pas éthique. Donc, quand Salvatore vous dit on va lui soutirer de l'argent parce qu'il vient chercher un vélo et je vais lui soutirer de l'argent sur d'autres choses, on n'est pas en train de vous dire et allez-y, vendez du vent tant qu'il vient vendre un vélo, je lui vends tout le magasin. Non. Mais par contre, s'il vient acheter un vélo, il a peut-être d'autres besoins. Un casque, c'est un besoin. C'est de la protection physique, c'est des vêtements, c'est par rapport à peut-être un look qu'il a envie d'avoir, on est dans l'orgueil, c'est peut-être par rapport à un besoin physique de se protéger du vent, du froid, on est dans du vrai besoin. Et donc, si vous ne sondez pas ces besoins, vous ne pouvez pas les remplir. Et d'ailleurs,
et je reviens à mon magasin de vélo, votre meilleur client, ce ne sera pas le cycliste qui s'y connaît. Votre meilleur client, c'est le gars qui veut aller rouler de temps en temps avec ses potes, mais qui a envie d'en jeter un petit peu et qui a envie d'avoir un vélo à la hauteur. C'est à lui que vous allez vendre le plus. Le mec qui vient chercher le dernier carat de prix chez vous, dites-vous bien que c'est parce qu'il ne l'a peut-être pas trouvé ailleurs, la pièce, et qu'en fait, le reste, il achète sur Internet. Donc, apprenez aussi à regarder et à cerner les clients qui vont être rentables et les clients qui ne vont pas être rentables. D'accord? Je pense aussi dans le domaine du vêtement, ce n'est pas celle qui essaye 50 000 vêtements qui achète le plus ou pour le plus cher. Donc, attention à ce caractère-là aussi. On a parlé de comprendre les motivations du client, mais il y a aussi le moment où vous discutez avec lui, évidemment. Donc, il y a à construire un argumentaire. Et donc, pour construire un argumentaire, il y a un autre acronyme que vous pouvez garder en tête qui est CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices. Comment est-ce qu'il est mon produit? Quelles sont ses caractéristiques? Ça, c'est hyper clé pour discuter avec le client. Si vous ne connaissez pas votre produit, vous n'arriverez pas à le vendre correctement. Ou alors, c'est un hasard. Mais dès que votre client va vous poser des questions pour un peu mieux cerner votre produit, et je vais y revenir dans quelques minutes avec un exemple que j'ai vécu, vous allez voir que tout peut s'écrouler. L'avantage, une fois que vous connaissez bien votre produit, il faut savoir quels sont les avantages qu'il va amener, les caractéristiques qui sont les plus pertinentes de votre produit par rapport aux besoins de votre client. Donc, je garde bien en tête qu'il faut cibler le besoin du client. Et donc, une fois que vous avez une caractéristique qui amène un avantage, pourquoi est-ce qu'elle amène un bénéfice spécifique, cette caractéristique, en remplissant cet avantage-là? Quels sont les leviers de séduction? Exemple typique, je suis chez MediaMarkt, j'ai besoin d'une nouvelle brosse à dents électrique, ma brosse à dents électrique vient de rendre l'âme. J'arrive au rayon brosse à dents électrique. Et là, j'ai une jeune, est-ce qu'elle est étudiante, est-ce qu'elle est stagiaire, est-ce qu'elle est jeune vendeuse, je ne sais pas, qui vient après moi et qui me dit « Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?» Donc là, j'ai mon sourire en coin qui s'affiche parce que je me dis « Attention, comment est-ce qu'elle va m'aider à choisir une brosse à dents électrique ?» Mais je me dis « Jouons le jeu !» Et donc je dis « Pas de problème madame, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je cherche à acheter une nouvelle brosse à dents électrique, ma brosse à dents électrique vient de rendre l'âme. » Ah oui, eh ben, voilà, ici on est au rayon brosse à dents électrique. Merci beaucoup. On en a plusieurs, hein, comme vous voyez. Oui, je vois. Et voilà, vous pourriez prendre celle-ci ou celle-là. Pour le moment, valeur ajoutée de sa présence, 0. Et donc je me dis, on va jouer le jeu. Que me proposez-vous? Qu'est-ce que vous me conseillez, madame? Elle ne cherche pas à sonder mes besoins, pas une seconde. Elle cherche juste à me dire, par exemple, vous avez celle-ci qui est la Family et vous avez celle-ci qui est, et elle lit l'étiquette, hein, la brosse à dents électrique Pro. Je dis, ça veut dire quoi ça, Pro? Elle brosse les dents de manière professionnelle, quoi. Ah, donc les autres sont pas bonnes en fait. Si, non, si, elles sont bonnes, oui. Mais alors, voilà, par exemple, celle-là, elle se connecte au Bluetooth. Au Bluetooth, je dois télécharger une application. Oui, parce que alors comme ça, vous pouvez compter le temps que ça me prend à... Et en fait, c'était un laïus qui était absolument pas maîtrisé, quoi. Et donc, j'étais là, mais quel est l'avantage par rapport au prix? Parce que celle-là, elle est 15 € moins chère. Oui, c'est vrai. Oui, vous devriez peut-être prendre celle-là. Mais donc, celle-là, si elle est plus chère, c'est qu'elle a des avantages. Oui, 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 il y a l'application Bluetooth. Mais en fait, je m'en fous. Voilà, donc en fait, vous devriez peut-être prendre celle-là. Oui, ben voilà, prenez celle-là. Et comme ça, vous avez tout en un. Mais n'oubliez pas qu'elle me dit, hein, de prendre les petites brosses à dents en plus, hein, parce que dans le paquet ici, il y a que 2 têtes, donc pensez bien à prendre des têtes en plus. Ce qui, pour rejoindre ce que Salvatore disait avant, est plutôt malin, c'est augmenter le panier d'achat. Je lui dis, mais vous êtes sûr que je dois les prendre? Oui. Et si j'en ai déjà à la maison? Ah, vous en avez déjà? Oui, elles sont compatibles? Oui, j'imagine. Bon, ben voilà. Donc, maîtrisez votre discours jusqu'au bout. Là, j'avais un discours en me disant qu'il y avait des brosses à dents qui étaient plus pro que d'autres, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Donc voilà, là, on est dans les méthodologies. On vient d'en voir 2, une pour comprendre les motivations d'achat, l'autre pour construire l'argumentaire de vente. Peut-être pour revenir à la source, Salvatore, toi,
t'aimes bien finalement la méthode Spanco, elle te parle d'identifier le suspect, le prospect, l'analyse, l'approche, la négociation, conclusion et puis le passage à l'ordre. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une démarche dans la vente. Il y a 50 méthodologies, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut juste que vous vous disiez, il faut bien vous dire, quand un client arrive, il n'y a rien qui est acquis. Même s'il est fortement décidé, il faut se dire, tiens, est-ce que puisqu'il est décidé sur un besoin, est-ce que ce n'est pas plus facile que je me concentre sur les besoins à ajouter? Parce que trop souvent, c'est déjà acquis, le client il est déjà là, il a déjà fait un choix, mais je n'arrive pas à lui ajouter quelque chose. Donc, ça vaudrait vraiment la peine. Je pense par exemple à ma coiffeuse. Trop souvent, vous allez chez le coiffeur et vous faites la même chose. Et je me suis toujours demandé, mais tous ces produits qu'il y a dans la vitrine, tous ces shampoings, tous ces soins, machin, mais ça sert à quoi? À qui vous les vendez en fait? Souvent, si la vendeuse est honnête, elle se dit, ou en fait, j'en vends pas souvent. Mais alors, c'est qu'il y a un problème. Parce que si ce sont des soins, des produits qui sont spécifiques pour les clients qui viennent en salon de coiffure, ben, tout le monde devrait le demander. Mais en fait, personne n'y voit l'intérêt peut-être, ou tout le monde a peut-être une approche en se disant ça ne sert à rien. Pourquoi? Ben parce que vous devriez dire à une cliente fidèle, ah, aujourd'hui, je vous offre un soin, vous allez voir à quel point c'est génial. Tiens, aujourd'hui, c'est la journée découverte du lissage de cheveux. J'ai une gamme de soins complète. On l'offre à toutes celles qui font un lissage aujourd'hui. Et tout ça, pourquoi? Oui, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais en fait, vous allez montrer à quelqu'un quel est l'intérêt du produit sans qu'il l'ait déboursé. Et donc là, on est dans une espèce de démonstration. C'est une des étapes qu'on ne voit pas ici, mais donc j'ai quelque part, je n'ai pas un suspect, ma cliente vient bien consommer, ce n'est pas un prospect, mais j'ai analysé que elle vient faire souvent des lissages, mais elle va peut-être acheter un bête produit au GB. Peut-être je vais lui proposer. Dans le barbershop auquel je vais, ils vendent des peignes à barbe. Jamais ils n'ont utilisé un peigne à barbe pour peigner ma barbe. Et dans les peignes à barbe qu'ils vendent, il y en a en plastique, il y en a en bois, il y en a en corne. Et certains sont censés, c'est du moins bien au mieux en gros. Le plastique est moins bien que le bois est moins bien que la corne. Pourquoi? Au moment où je demande pourquoi, on ne sait pas trop. Donc, pourquoi c'est pas utilisé dans le magasin si c'est si bien que ça? Bah, je me pose la question. Des shampoings à barbe, non, on me fait un soin, mais on ne la shampooine jamais avant de la couper. Et les peignes, on ne les utilise pas non plus. Autant dire que ça ne me donne pas envie de consommer ces éléments-là. Un bon vendeur, c'est aussi quelqu'un qui connaît à fond ses produits, mais vraiment à fond. Parce que allez chez le coiffeur et demandez, vous êtes revendeur de quelle marque? Revlon. Pourquoi? Et vous verrez la réponse. Et pourquoi Revlon et pas Redken? Pourquoi Redken et pas L'Oréal? Et en fait, si le vendeur il est honnête, il dira, en fait, Redken et L'Oréal, c'est le même groupe. Mais ce n'est pas le groupe Revlon. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette gamme et pas une autre? Donc, connaître ces produits, c'est aller vraiment loin. Mais surtout, c'est connaître les produits qu'on ne vend pas. Tout à fait. Et Et ça donc, fait partie ici d'une des phases de Spanco, hein, dans la négociation. Il faut être capable de répondre aux objections. Si quelqu'un vous dit pourquoi est-ce que je ne prendrais pas ce truc-là, parce que déjà à la maison j'utilise ça depuis des années, si vous n'êtes pas capable de répondre aux objections au moment où vous discutez, ça ne va pas aller. Donc préparez-les. Et pour les préparer, vous n'avez pas le choix. Vous devez connaître vos produits et vous devez connaître les produits des concurrents. Parce que c'est ça l'objection qu'on va vous faire. On va vous faire des objections de prix, on va vous faire des objections liées à la qualité. Et dans les objections liées au prix et à la qualité, on vous parlera toujours de la concurrence. Donc, Spanco, c'est un mot un peu joli pour vous parler d'un truc qui est un peu naturel, hein. C'est suspect, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Quel est mon ciblage? Prospect, non, suspect, quelle est ma segmentation, tous ceux qui pourraient consommer chez moi. Prospect, quel est mon ciblage?
analyse, approche, bah ok, je vais dans mon ciblage, il y a cette personne-là, et cette personne-là, elle a peut-être des besoins que les autres de la cible n'ont pas. Donc finalement, c'est jamais qu'un super ciblage où je vais analyser les besoins de cette personne-là au sein de ma cible et où je vais aller au contact. Négociation, je dois être capable de faire mon argumentaire de vendre et de répondre aux objections, pardon. Conclusion, ben, c'est là qu'on finalise. Et dans la finalisation, on l'a vu dans l'expérience client, il y a aussi le fait de lever toute une série de freins par rapport aux moyens de paiement, par rapport à la carte de visite, on l'a vu en communication pour être aimé, par rapport aux petits extras qu'on donne, par rapport à la personnalisation de l'expérience d'achat. Donc tout ça va être très utile. Et dans la phase de gestion et de suivi de la commande, on pourrait ajouter le service après-vente. C'est évidemment le moment où le bas blesse souvent. On a fait toute la vente, on a signé, et puis ça foire derrière. Ça va foirer dans les timings de livraison des briques sur mon terrain. Ça va foirer dans le fait que j'ai l'impression que je ne suis pas suivi comme les autres. Ça va foirer dans toute une série de choses. Et donc là, votre but principal, avant même de donner une expérience incroyable, c'est éviter de foirer. Si déjà vous évitez de foirer, vous avez fait le plus gros. Bah oui, tu ris, ça va, mais c'est un peu ça. Si déjà vous évitez de foirer, vous êtes différent des autres. Et soigner aussi la phase de conclusion et de paiement. Trop souvent, alors pas dans les commerces d'impulsion, si je vais chercher un bouquet de fleurs, il est évident que je vais payer. Quoique, dites-vous bien une chose, il y a beaucoup de gens qui voudraient acheter un bouquet de fleurs, mais qui n'ont pas le moyen, le fleuriste n'a pas le moyen de paiement adapté. On voit encore beaucoup de fleuristes qui n'ont pas de bon contact. Or, si moi je sors du boulot, je me dis, tiens, je rapporterais bien un bouquet de fleurs chez moi, que ce soit pour ma femme ou pour décorer ou pour un cadeau, si je n'ai pas de liquide sur moi, bah, je vais peut-être reporter l'achat. Donc, soignez votre modalité de paiement et on a parlé corps de métier, bâtiment, soignez aussi votre façon de facturer. Trop souvent, il y a de l'approximatisme dans les paiements parce que dès le devis, on n'a pas dit voici quelles sont les modalités de paiement. Et si vous regardez les boîtes un petit peu plus évoluées, vous verrez que l'acompte, le paiement, la manière dont la facture arrive, c'est très standardisé. Et quand vous êtes en artisanal, c'est le meilleur moyen pour commencer à susciter des réactions négatives en disant c'est parce qu'on avait conclu. Ah oui, mais on avait conclu ça oralement, mais on ne l'a pas mis dans un devis et vous ne l'avez pas signé. Bref, c'est la misère. Donc, attention à cet élément-là. Et c'est très clé, hein, parce que, et du coup, tu parles de phase de conclusion, mais dans la négociation, c'est extrêmement clé de formaliser tout ce que vous avez dit. Hein. Et oui, je vends des voitures, mais on avait dit que vous metteriez l'ancien jeu de pneus, parce que je rachète une occasion, l'ancien jeu de pneus hiver serait dans le coffre, et là, il n'y a pas les pneus, vous essayez de me rouler, ou comme on l'a eu, hein, on loue un bureau. Ah oui, mais on avait dit que ça serait taxes comprises, et là vous me dites que c'est hors TVA, vous essayez de me rouler de 17%, parce que c'est 17% la TVA au Luxembourg. Ben, alors déjà, je ne sais pas te rouler de 17%, parce qu'en fait, ça ne change rien pour toi de payer de la TVA là-dessus ou pas, parce que tu la récupères, nom de Dieu. Mais ensuite, j'avais dit toute charge comprise, et pas toute taxe comprise, et relis le papier que je t'ai remis. Donc formaliser, c'est hyper important. Et soyez précautionneux avec les mots que vous employez. Ouais, un mot ne veut pas dire l'autre. On va terminer peut-être par les qualités du vendeur et on va plutôt terminer en les discutant plutôt qu'en vous montrant cette vidéo parce que je trouve que cette vidéo, elle est fortement relative au hunter plus qu'au farmer. Je pense que, et là on peut en discuter, Salvatore, globalement les qualités du vendeur, on en a déjà parlé, la numéro 1, c'est de connaître ce qu'il vend, de connaître le secteur, de connaître les concurrents et de bien connaître son produit. C'est déjà une qualité qui est extrêmement sous-estimée. Avant de parler de compétences transversales, de tchatch, déjà, si vous connaissez votre produit, vous faites déjà une grosse partie du boulot. Pour moi, la deuxième grosse qualité du vendeur, et elle fait partie de la démarche commerciale que vous avez, c'est sortez de la tchatch, sortez du vent, soyez convaincus que ce que vous cherchez, c'est de remplir un besoin. J'entends trop souvent des gens dire « Oui, mais moi j'ai peur de décrocher mon téléphone pour
pour appeler des gens, j'ai peur de les ennuyer. Vous n'ennuyez pas quelqu'un si ce que vous essayez de faire, c'est l'aider. À partir du moment où vous êtes convaincu que votre produit et que le contact que vous prenez avec votre client, c'est vraiment, sincèrement, pour l'aider dans le fait de remplir un de ses besoins, et ça peut être un besoin en formation, un besoin en conseil, un besoin en s'alimenter, un besoin en décorer, un besoin en ce que vous voulez, ce que vous vendez, un besoin en déplacement automobile. Si vous êtes certain que ce que vous faites, en fait, c'est d'aider le client, alors il n'y a plus de gêne, puisqu'en fait, vous êtes là pour aider et vous n'êtes pas là pour ennuyer en vendant du vent. Donc, connaître son produit et être certain que vous aidez. Et pour être certain que vous aidez, c'est lié à un troisième élément qui est la confiance. La confiance en soi, la confiance en son produit, la confiance en son offre, la confiance en sa marque. Je ne vous dis pas que vous devez vous sentir Superman ou Superwoman, mais vous devez être convaincu que ce que vous faites, c'est bien. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, arrêtez ou changez la manière dont vous le faites. Mais n'essayez pas de vendre du vent. Vendez quelque chose dont vous êtes fier et dont vous êtes sûr que c'est bien. Sinon, vous allez être mal à l'aise en permanence et même en termes et je vous renvoie au tout premier module, hein, là on est dans les derniers modules, mais qu'est-ce qui fait sens pour vous? Et vendre n'importe quoi, ça ne peut pas faire sens pour vous. Donc ayez confiance en ce que vous faites, donc faites bien les choses. Si déjà vous avez ces trois éléments-là, on peut déjà commencer à faire quelque chose. Après, bien entendu qu'on va avoir des qualités importantes, comme l'écoute, parce qu'on a parlé de cerner le besoin, on a parlé de cerner le client, de cerner ses peurs. Si vous n'êtes pas dans l'écoute active, rien ne se passera. Et écouter, ce n'est pas la même chose qu'entendre. Si vous êtes sur votre téléphone, si vous regardez votre montre, si vous interrompez le client en disant « Attends, attendez une seconde, oui, non, c'est au fond à gauche que tu dois mettre la caisse là ». Vous n'êtes pas dans de l'écoute active. L'écoute active, c'est être avec le client, le regarder, c'est oui, ok, acquiescer, et pas juste faire semblant d'acquiescer, c'est prendre des notes. Tout ça, ça va faire partie de l'écoute. Même si, fin de journée, vous avez pris note sur des post-it et en fait, ils volent à la poubelle parce que c'était des post-it, et depuis cette séance d'écoute, vous avez fait une offre complète au client. Bon, je ne vous dis pas de faire ça, hein, parce que c'est plus intéressant d'avoir un dossier du client et de pouvoir compléter ce dossier et d'avoir un suivi des échanges que vous avez eus avec un client. Alors, ce ne sera pas le cas si vous êtes boulanger, parce qu'évidemment, savoir qu'un client veut juste 2 pains au chocolat et une baguette, pas besoin de l'archiver dans un dossier client. Mais si vous vendez des bagnoles, des pièces, des réparations, du matériel optique ou que sais-je, là, c'est important d'avoir un dossier client. Peut-être que vous avez de l'information sur son état de santé, etc. Donc, ça peut être vraiment très clé d'avoir un dossier client complet. Donc, l'écoute. Si déjà vous avez l'écoute, que vous connaissez vos produits et que vous essayez sincèrement de répondre à votre besoin de client, vous avez fait la plupart du job. Vraiment. Ensuite, oui, il y a de la chat, il y a de la reformulation, il y a des techniques rhétoriques, il y a le fait de suivre des techniques de vente très précises, un peu américaines, où je peux placer un produit à tel moment. Oui, il y a des trucs. Mais déjà, si vous êtes vous-même, que vous êtes dans l'écoute et dans l'aide au client avec une maîtrise de ce que vous faites, on a déjà fait beaucoup. Et peut-être qu'un élément de plus que je voudrais ajouter, c'est le fait d'être toujours sur la balle. Le besoin, ce n'est pas forcément l'écoute de votre client, c'est l'écoute de tout le monde. Ah, là, créativité, j'entends un truc, ah ben là, je pourrais peut-être faire ça pour remplir ce besoin-là. Ah ben là, tel truc, ah ouais, j'ai lu dans le journal que pour le moment, je faisais des plaques en plastique, et en fait, ben, il y a peut-être moyen de développer avec le coronavirus et de juste découper mes plaques en plexi et de découper des pieds, et en faisant 2 pieds et en mettant ma plaque, en fait, boum, j'ai une opportunité de vente incroyable pour le moment avec le coronavirus. Il y a plein de trucs à faire, mais pour ça, il faut être créatif, il faut être à l'écoute des besoins, même des besoins des gens qui ne sont pas en face de vous. Juste être super ouvert et créatif sur comment amener des pans de mon métier ou des pans de mes compétences par rapport à des besoins qui pourraient se sentir ou être vérifiés, etc.
Je pense que le vendeur doit aussi savoir ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Si à un moment vous êtes dans un magasin et que vous vendez des choses, vous devez clairement savoir quelle est l'étape d'après. Si je vends des vélos, je dois être moi-même un cycliste. Si je vends du bricolage, je dois moi-même être un bricoleur. Si je vends des bagnoles, je dois vraiment être un passionné de voiture. Et trop souvent, ce sont des étapes qui ont l'air naturelles. La plupart des vendeurs vont vous dire oui, mais en fait, non. Non. Pourra déjà avoir recruté des vendeurs, notamment dans le secteur de l'automobile, même des vendeurs qui ont de l'expérience, souvent, on savait moins que moi. Et c'est embêtant. Parce que oui, vous connaissez la bagnole, alors vous allez dire oui, mais je ne connais pas toutes les options. Ben, en fait, les catalogues, vous devez les connaître par cœur. Donc, un bon vendeur connaît toutes les étapes de vie de son produit. Et ça, c'est extrêmement important. Vous devez être un vrai passionné parce que si vous n'êtes pas un passionné, vous n'arriverez pas à vendre correctement. Je pense dans le domaine de l'habillage, il y a une différence entre aimer s'habiller et en connaître du vêtement. Et souvent, on voit des petites vendeuses ou des petits vendeurs dans des magasins de vêtements qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est une conception de vêtements, qui n'ont aucune idée de ce que c'est une tendance et qui croient que cette année, parce qu'elles ont lu dans un magazine quelconque que la tendance c'était le rouge, mais sans savoir que, en fait, c'est parce qu'il y a 2 ans, il y a eu des défilés à Milan, qu'il y a eu le Pitti Uomo, qu'on a dessiné à ce moment-là une tendance que ça allait être le motif Prince de Galles pour les costumes et que ça se décline in fine dans le prêt-à-porter. Et ça, il y a très peu de personnes qui s'y intéressent. Alors on va se dire, oui, mais les clients, ils s'en fichent. Non, les clients, ils s'en fichent pas quand vous leur racontez une jolie histoire. Et à la fois, c'est connaître d'où ça vient quand je vends un produit fini. Et si je vends un produit qui n'est pas fini et que je vends un service ou que je vends du sur-mesure, c'est savoir comment ça se fait après. Parce que combien d'entreprises, si vous connaissez des gens qui sont dans des grosses boîtes qui produisent quelque chose et où il y a des équipes de commerciaux, ils vous auront tous raconté la même chose. Ouais, mais les vendeurs, ils vendent un truc, et puis nous, après, on doit le faire, et on fait face aux clients, et on leur dit, ouais, mais en fait, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça va prendre plus de temps. Et donc, si vous êtes vendeur, il faut être hyper connecté à vos équipes de production, parce que vous ne pouvez pas vendre quelque chose de pas possible. Donc voilà, c'est la même chose que ce que dit Salvatore, mais dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire, on doit savoir d'où ça vient, et si on n'est pas la fin de chaîne de vente et qu'il y a eu la chaîne de production après, et qu'on est le vendeur et que la chaîne de production nous suit, eh ben, il faut savoir ce qui va venir après et pas avant. Mais c'est la même chose. Alors, j'ai une petite ressource complémentaire que Salvatore avait trouvée, qui est un extrait du test achat sur les techniques de manipulation des vendeurs. Donc, l'idée, c'est à la fois de lire ce dossier-là pour vous en protéger et aussi de lire ce dossier-là pour essayer de comprendre ce qu'il y a à la source de ces manipulations et de pouvoir les utiliser. Mais à nouveau, la manipulation est vue comme très négative, mais c'est aussi des techniques de communication, de rhétorique, etc. Moi, je reviens à ce que je vous dis, soyez un bon vendeur éthique en vendant quelque chose auquel vous croyez et en allant remplir des besoins. Et une fois que vous avez ce socle-là, utilisez des techniques qui vont vous faciliter la conversion d'un attrait en vente. Mais manipuler pour vendre du vent, c'est dégueulasse et ça ne sert personne. Ni vous en termes de marque et en termes de qualité de marque et d'image de marque que vous défendez, ni le client en termes de remplissage de ses besoins, ni l'économie globale en termes de surproduction et de choses qui vont servir à rien et de dépenses inutiles. Par contre, faire quelque chose de bien qui remplit bien les besoins des clients et avoir une bonne technique de vente derrière pour pouvoir faire la conversion entre quelque chose qui est une possibilité et une vente effective, ça, je dis oui, oui et encore oui.